Voilà, donc c'est enregistré effectivement, l'idée étant de pouvoir faire un podcast. Alors, il s'agit donc de donner à voir, entendre des scènes, des anecdotes, des histoires issues de travaux de thèse. Et du coup, je vais vous présenter brièvement les trois intervenants et intervenantes. Donc, tout d'abord, Julie Beauté. Alors, merci pour ceux qui sont branchés d'éteindre leur micro. Julie Beauté est doctorante en philosophie contemporaine au sein des archives Husserl à l'ENS Ulm et attachée temporaire d'enseignement et de recherche au sein de l'équipe Corps Normes et Santé de l'UMR ADES à Aix-Marseille Université. Ses recherches mêlent des analyses philosophiques, biologiques et architecturales et proposent un renouvellement du lien entre architecture et écologie. Et donc, dans le cadre de sa thèse, qui est intitulée « Ruines et charognes, écologie matérielle de l'architecture », elle s'intéresse notamment aux ruines et aux charognes pour mettre en lumière les dynamiques humaines et non humaines de l'architecture. Elle s'appuie pour ce faire sur les humanités environnementales, les nouveaux matérialismes, les épistémologies féministes et la philosophie de terrain. Alors, Julie se présentera ensuite, comme les autres intervenants, avec un objet qu'elle a choisi. Mais donc, la deuxième intervenante, c'est Karine Delanoë-Vieux, qui est chercheuse en design, associée au laboratoire d'innovation sociale par le Design UPR Project à l'Université de Nîmes. Et sa thèse s'intitule « Art et design, instauration artistique entre hostilité et hospitalité des lieux de soins et habitabilité du monde ». Elle poursuit ses recherches comme postdoctorante avec la chaire Archidesa pour architecture, design, santé de la PHP, l'École nationale supérieure d'architecture du Val-de-Seine et l'école Camondo. Et elle a cofondé en 2016 avec une designer, Marie Corrier, le Lab A pour laboratoire d'accueil et d'hospitalité au GHU Paris, psychiatrie et neurosciences, qu'elle a dirigé jusqu'en fin août 2023. Avant le Lab-A, elle a aussi fondé et dirigé la Ferme du Vinatier, qui est un centre culturel pluridisciplinaire de l'hôpital de Vinatier à Lyon-Bron, ce qui lui a valu la distinction de chevalier des arts et lettres en 2003. Puis elle a piloté le programme Santé et Culture de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, en partenariat avec Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, donc entre 2009 et 2015. Et le troisième intervenant, c'est Julien Salabel, qui est architecte et doctorant contractuel au Conservatoire national des arts et métiers au sein du laboratoire GERFO de l'École nationale supérieure d'architecture Paris-La Villette depuis 2022. Sa recherche s'intéresse aux pratiques spatiales des personnes considérées hors des normes de santé et de bien-être, personnes en situation de handicap, personnes âgées, malades chroniques. Et il tente de mettre en lumière les capacités des corporéités marginales à coproduire des connaissances nouvelles en architecture dans le cadre de sa thèse qui est intitulée « Le handicap comme coproducteur de savoir en architecture, une phénoménologie des espaces de musée par des corps hors normes ». Il s'intéresse plus particulièrement aux espaces du musée comme ayant ambition de dépasser les questions d'accessibilité pour ouvrir une réflexion sur l'existence et la place laissée à une culture issue de la diversité fonctionnelle. Alors, tous les trois, donc Julie Beauté, Karine Delanoë-Vieux et Julien Salabel, ont pu, suite à des échanges préalables à cette conversation, identifier des résonances, des concordances et des complémentarités dans leurs travaux, de thèse en particulier, mais aussi dans leurs expériences personnelles, afin de parler d'architecture, de design, d'environnement au sens large et de métamorphose des espaces de soins et pour le soin. Cette conversation elle va être rythmée en 5 chapitres, des récits de métamorphose qui s'attachent à l'épaisseur matérielle des choses et aux transformations des lieux comme des personnes. Ainsi, vont être esquissées de nouvelles manières de raconter, de nouvelles manières d'éprouver, d'accueillir, de cheminer et de faire avec, afin de changer nos regards sur les espaces de soins comme espaces aussi de relations. Alors, raconter, éprouver, accueillir, cheminer et faire avec seront donc les 5 étapes de cette conversation éthique. Puis, à la fin de cette présentation en 5 étapes, nous devrions avoir une trentaine de minutes pour échanger et pour que vous puissiez poser des questions
via le chat ou en activant aussi votre caméra et votre micro, après avoir levé la main virtuelle, de façon à ce qu'on s'y retrouve un petit peu par rapport à vos éventuelles questions. Donc, merci du coup de réserver toutes vos remarques ou vos questions pour la fin. Et en attendant et pendant la présentation, merci de veiller à garder vos caméras et vos micros fermés. La conversation, elle est enregistrée et donc on fera un podcast de cet ensemble. Voilà, avant d'entamer ce parcours en 5 étapes, je vais laisser Julie, Karine et Julien se présenter eux-mêmes par le truchement d'un objet qu'ils ont choisi. Donc là, j'arrête un petit peu le partage d'écran pour que vous puissiez parler de vos objets. Et tout d'abord, Julie. Oui, bonjour à tous. Merci Perrine pour la présentation. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. Alors moi, je fais une thèse de philosophie et aujourd'hui, je viens avec un ensemble d'herbiers que je peux difficilement, mais un petit peu vous montrer ici. Ce sont des herbiers que j'ai constitués à partir de spécimens collectés autour et à l'intérieur d'un sanatorium délaissé dans la ville de Sraltubo en Géorgie. Et en effet, dans le cadre de ma thèse, j'ai réalisé en septembre 2021 et en juillet 2022 un travail de terrain pendant lequel j'ai cherché à élaborer une approche singulière de ces ruines locales et plus particulièrement d'un des bâtiments, le sanatorium Médéa. Médéa, c'est le nom du sanatorium. Et dans ce cadre, mon enquête de terrain, en fait, a reposé sur la pratique d'herborisation et sur la réalisation d'herbiers. Et en fait, les herbiers me permettent de rendre compte de l'écologie trouble du sanatorium et de donner à voir des présences humaines et non humaines qui investissent aujourd'hui ce lieu de soins, cet ancien lieu de soins. Et pour donner plus de précision en introduction, Tsaltubo, donc cette ville, c'est une ancienne station de villégiature soviétique en Géorgie où les bains et les sanatoriums ont en fait été délaissés à la suite de la chute de l'URSS, donc en 91. Et donc ces infrastructures, au départ, qui étaient pensées pour favoriser la bonne santé, présentent aujourd'hui un intérêt écologique puisqu'un certain nombre d'espèces, et notamment des espèces végétales, y prolifèrent de manière spectaculaire. Et ces bâtiments ont aussi une charge sociale et politique dans la mesure où ils ont accueilli pendant près de 30 ans des populations déplacées d'Abkhazie, l'Abkhazie étant une région sécessionniste du pays. Et aujourd'hui, certaines familles y résident encore. Et dans le cadre de ce terrain, les herbiers me permettent de collecter des histoires qui disent la matérialité mouvante de Médéa, le sanatorium. Et ce sont quelques-unes de ces histoires que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. Merci Julie. Karine, si tu veux bien nous présenter ton objet. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi, j'ai souhaité me présenter à travers cette sculpture. Est-ce que vous la voyez bien? De l'artiste Georges Jean-Claude. Donc Jean-Claude était le beau-père de ma meilleure amie d'enfance. Il avait son atelier rue de Lappe dans le 11e arrondissement. Et j'allais très souvent dormir chez cet ami et on nous calait au beau milieu de l'atelier sur des couchettes. Je trouvais alors le sommeil en observant les ombres de ces sculptures de dormeurs, de bonzes pensifs et de couples qui s'entrelacent, bercés par l'odeur de la terre et de l'eau. Je m'endormais habitée par une trouble émotion de crainte et d'exaltation mêlée. Je ne sais pas si vous l'avez bien vue, mais elle est quand même extrêmement magnifique. Et cette sculpture m'a été offerte récemment par ma mère en écho avec cette part de l'enfance où s'est forgée l'aspiration à faire et à voir, exister en toutes choses la beauté, la douceur et l'accueil incarnés par la sculpture. Donc Jean-Claude est né en 1933, il est décédé en 1997. Il était d'une famille juive, il a été traumatisé enfant à plusieurs égards par les événements atroces de la Seconde Guerre mondiale. Et Tsevan Stodorov dit de lui qu'il réagira à cette expérience fondatrice non en se renfermant dans son propre vécu, mais en s'ouvrant à l'universel, en se mettant à l'écoute de toutes les souffrances passées et présentes, non en représentant l'horreur, mais en trouvant en lui la force pour créer la beauté. Donc, bien entendu, je n'ai pas vécu ces horreurs, mais même si elles sont inscrites dans mon histoire familiale, et je ne m'identifie pas à Jean-Claude. Mais j'ai néanmoins compris depuis longtemps que ma raison d'être à l'hôpital trouvait sa source dans l'effroi suscité par ces événements incommensurables et réactivé par chaque exaction dont les hommes se rendent responsables dans le monde.
N'étant pas artiste, ma propre façon de réagir à la honte d'être un homme a été d'élire l'hôpital public, asile de toutes les fragilités et de toutes les souffrances, comme espace de résistance aux forces d'hostilité. Jean-Claude travaille la terre en fines feuilles qu'il drape autour du vide pour façonner des personnages androgynes et sans âge. Il offre une voie pour penser la conception des milieux de soins que nous abordons dans cette conversation éthique. Fragile est la sculpture, fragile est la vie. La création à l'hôpital doit se faire légère, progressive, par couches successives et toucher dans ses formes à l'universalité. L'artiste dit lui-même de son travail qu'il est d'une fragilité rare qui tient parfois du miracle, et cette sculpture présente un être pensant, la tête penchée sur son monde intérieur et l'oreille attentive à ce qui l'entoure, et toute sa posture évoque la douceur, l'amour, la sérénité. Pour Todorov, les images de Jean-Claude révèlent à la fois l'insigne faiblesse de notre personne et la force irréductible de notre amour. Par leur simple existence, elles nous aident à vivre. Et j'ai souhaité vous présenter cette sculpture parce qu'elle traverse les temps de mon histoire et de notre histoire, celle de la guerre, de l'enfance et de la quête que représente toute trajectoire de vie, tout parcours professionnel. Et cette quête par l'agir et par la recherche, je l'ai pour ma part mise à l'ombre, ou plutôt à la lumière, du mot hospitalité. Merci Karine pour cette belle sculpture que tu nous as montrée et ce texte. Et maintenant, Julien, tu viens te présenter aussi. Bonjour à toutes et tous. Je suis également ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, moi, j'ai choisi de vous présenter cet objet. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est une canne pliante assez standard. C'est une canne que j'utilise plutôt de plus en plus occasionnellement, mais que j'ai souvent dans mon sac pour me rassurer. Et elle me permet de compenser des symptômes neurologiques qui sont apparus il y a à peu près 5 ans et qui se traduisent entre autres par une faiblesse motrice et une perte d'équilibre qui s'intensifie quand je suis fatigué. Et c'est d'ailleurs cette maladie, enfin l'apparition de cette maladie chronique qui a motivé, enfin qui m'a éloigné de ma pratique d'architecte et qui a initié un peu, qui est à l'initiation de mon parcours de thèse pour essayer de faire évoluer la discipline sur les questions de handicap. Donc c'est un objet qui me fascine à plusieurs niveaux. Outre sa fonction d'équilibre et d'appui, c'est aussi finalement un indicateur des fluctuations de mon état de fatigue. Et c'est surtout un objet de médiation parce qu'il me permet, selon les cas et les contextes, de visibiliser mon handicap. Peut-être dans les transports en public, j'aurais tendance à la sortir. Dans d'autres contextes, j'aurais tendance à la cacher avant certains rendez-vous. Et donc, elle traduit un peu mon rapport ambigu à mon handicap. Elle me permet surtout de faire une sorte de coming out handi sans avoir à sortir tout mon dossier médical dans certaines situations. Donc, c'est un objet standardisé qui coûte très peu cher, 12 € en pharmacie. Sinon, elle est gratuite sur ordonnance. Et c'est un objet qui appartient à ce qu'on appelle du matériel médical. Alors, ça n'a pas été toujours le cas. Je me souviens que chez mes grands-parents, il y avait toute une série de cannes très jolies, en différentes essences de bois, en noyer, en châtaignier, en noisetier, avec des poignées sculptées, des poignées parfois. Il y en avait une très belle, incrustée de nacre. Cette histoire de la canne, elle est faite entre autres par une universitaire qui s'appelle Cara Fallon et qui rappelle que historiquement, la canne, c'est un symbole d'aristocratie et de pouvoir qui s'est démocratisé peu à peu au XIXe siècle et qui était devenu un objet de mode très couru et très courant jusque dans les années 50 et qui a suivi ensuite peu à peu un déclin. Alors, cet objet de la canne qui était plutôt un accessoire de luxe, c'était récupéré par l'industrie médicale qui a explosé effectivement dans les années 80. Et il y a eu une sorte de changement presque ontologique de cet objet, qui est devenu un objet d'études scientifiques et technologiques, qui a été évalué selon des critères qui prennent en compte l'efficacité, la sécurité, les coûts de fabrication, la standardisation de la production, son développement sur le marché. À l'époque, ça s'est accompagné d'une grande stratégie marketing avec multiplication des articles scientifiques sur les dangers, les dangers de la multiplication des chutes, les dangers des canons standards, etc. Donc, le résultat, c'est un produit redoutablement efficace en aluminium, extrêmement léger, avec un embout en caoutchouc. C'est très pratique. Il y a une petite dragonne. Si on a besoin de ses deux mains, par exemple,
pour allumer une cigarette ou pour écrire un texto. Donc, c'est à la fois un objet très utile et en même temps assez peu esthétique. Il me semble qu'elle traduit un petit peu mon rapport au handicap et notre rapport en général au handicap, euh, puisque c'est devenu un objet euh, qui, qui est devenu juste réservé à une certaine catégorie de population, contrairement à la canne antérieure. Parfois, je pense à m'offrir une jolie canne et je me dis que ça, peut-être que ça définirait une relation plus apaisée et plus assumée à mon handicap. Mais en tout cas, c'est entre autres ce genre de sujet qui m'anime dans mes recherches. Merci à tous les trois pour ce partage. Et donc, je vais remettre le diaporama. Voilà. Du coup, on va entamer ce parcours avec le premier chapitre qu'on a intitulé « Raconter ». Et on va écouter successivement donc, Julie Beauté, qui parlera du nom des lieux, le nom des lieux, Julien Salabel, qui parle intitulé « L'épin du parc Rio-Madrid », et puis Karine Delanoë-Vieux, Perret-Vaucluse, Petite mémoire du quotidien. Allez, je vous laisse enchaîner tous les trois. Perrine, je ne sais pas si tu as lancé le diaporama. Oui. On ne ne voit voyez pas. Non, on ne voit pas. Il faut que tu mettes, mode plein écran dans affichage. Je reviens dans affichage. Si vous voyez, mais l'écran. Je ne sais pas si tu avais commencé à défiler. Non. Ah, ok. Vous le voyez? Là, on va le voir. Et mets affichage plein écran et passe sur la première diapo, voir si on… Mais je sais, je vois affichage là-haut. Ouais. Mode plein écran. C'est bon là? Attends. Voilà, et passe la diapo, voir si on la voit. Voilà. Vous la voyez là? C'est un peu long. On voit la première. Ah voilà, ça lag un petit peu. Donc voilà, pour raconter, scène 1, Julie, le nom des lieux. Pardon, super, merci. Voilà. Donc, moi, je voulais vous parler un peu de cette ville, Sraltubo, là où j'ai fait mon terrain. Et je m'intéresse au mot Sraltubo, qui vient de la langue kardvélienne. Et ça signifie squali, l'eau, et tubo, l'eau chaude. Et en effet, la ville, elle s'est effectivement construite autour de l'eau. Il y a une légende fondatrice qui raconte que jadis, un berger marcha accidentellement dans une flaque d'eau chaude à cet endroit et que cette flaque d'eau chaude guérit instantanément son pied endolori. Et donc, c'est toutes ces histoires d'eau que charrie le lieu de Sraltubo. Et pendant l'ère soviétique, la réputation de la ville est en effet due aux qualités thérapeutiques de son eau. Le tourisme balnéaire se renforce à l'époque et ce lieu officiel de villégiature accueille un nombre croissant de visiteurs et de visiteuses cherchant une santé réparatrice dans un monumental complexe de bains et de sanatoriums. Cependant, il y a eu la chute de l'URSS entre-temps et le choc économique dû à la chute de l'URSS va entraîner la fermeture des infrastructures de balnéothérapie et va faire de Sraltubo un paysage de ruines. Et parmi ces ruines, c'est le sanatorium Médéa, comme je vous le disais en introduction, qui a retenu mon intention pour ma thèse. Donc, c'est les images que vous voyez sur le diaporama. Donc, ce choix contingent dépend à la fois de l'allure magistrale de la façade, de l'invasion impressionnante des plantes à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment, comme vous le voyez à droite, mais aussi du nom Médéa, qui m'a beaucoup intriguée. Et donc, j'ai passé à Médéa plusieurs heures par jour. J'ai rencontré des habitants, des habitantes abkhazes, des policiers, des jeunes zonant dans les parages. J'ai assisté aussi à plusieurs shootings photos de riches géorgiens, géorgiennes, et sachant aussi que les majestueuses colonnes que vous voyez à gauche sont même souvent utilisées comme décors de vidéos de mariage ou de clips de rap. Je m'y suis familiarisée avec les chiens, les vaches, les guêpes, les moustiques, les puces ou encore la végétation impressionnante du lieu. Et donc, dans mon travail, je m'efforce de penser depuis, avec et comme Médéa, c'est-à-dire en tentant d'échapper à une vision surplombante du maillage urbain, en faisant de Médéa aussi une partenaire d'enquête et en essayant de pister son point de vue singulier. Et pour cela, la narration apparaît dans mon travail comme un outil assez efficace, capable d'élargir le répertoire épistémique dans notre rapport aux objets qu'on étudie.
Et donc, j'essaie de déployer une approche non pas monologique, c'est-à-dire unilatérale, mais une approche dialogique, reposant sur la communication et l'attention. Il y a notamment une philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Val Plumwood, qui est une philosophe écoféministe australienne, qui souligne que cette approche dialogique a des conséquences sur notre manière de nommer les choses. Et donc, elle critique les pratiques colonisatrices qui vont imposer des noms de l'extérieur, et elle propose, au contraire de ces pratiques colonisatrices nommées par l'extérieur, une pratique qu'elle appelle le deep naming en anglais, donc la dénomination profonde. Et donc, selon elle, le deep naming consiste à nommer de manière soucieuse et attentive, en cherchant l'esprit du lieu, auprès d'eux et avec les agents humains et non humains. Et donc, le deep naming, c'est une pratique qui lie ensemble des savoirs et qui donne sens et voix à la terre et aux vivants. Et donc, c'est dans cette perspective aussi, ça c'est assez rigolo, que Plumwood a changé son propre nom pour placer son identité en dialogue avec l'endroit où elle vivait, à savoir un bois de prunier. Et un bois de prunier en anglais, c'est a wood of plum tree, donc plum tree, Plumwood. Et donc, pour raconter Médéa de manière dialogique, j'essaie moi aussi de rêver le nom du lieu en mêlant les temporalités. Les temporalités de la légende de Médée, cette magicienne corinthienne, c'est-à-dire en fait géorgienne, cette femme puissante et inquiétante de la mythologie et dont le nom se rattache à la racine indo-européenne med qu'on retrouve dans le mot latin medicina, donc la médecine. Les temporalités aussi des histoires du sanatorium, des histoires de Médéa, construites au départ pour accueillir le personnel médical de l'URSS, puis devenu refuge humanitaire et évacué ces dernières années. Et les temporalités, enfin, des récits, des rencontres, des voix humaines et non humaines qui peuplent le lieu. Merci Julie. Alors là, diapositive suivante pour Julien. Oui, alors je vous présente deux photos du parc Madrid-Rio qui a été réaménagé en 2005 et qui s'étend le long de la rivière Manzanares. C'est un projet qui couvre 120 hectares, qui est assez important, qui est divisé en 7 zones, dont celles qui sont représentées sur les photos, et qui a été confiée au paysagiste néerlandais West 8, et ils l'ont baptisé Salon de los Pinos. C'est un espace qui était auparavant occupé par une autoroute qui est maintenant enterrée et qui se situe sur la rive, la rive du Rio Manzanares. Alors, on y voit des pins à la silhouette instable, soutenus par des structures rouges vives. On distingue soit des perches qui font office de tuteurs, et pour les plus tortueux, des sortes de gaffes qui ressemblent à des béquilles et qui soutiennent les troncs et les branches indociles. Alors, le pin, c'est une espèce d'arbre qui est très rarement implanté en ville, d'autant qu'ici, ils sont ni droits ni alignés. Il y a une variété de formes, une apparente instabilité, une impression de fragilité et de précarité qui s'en dégage et qui est renforcée justement par la couleur rouge de ces structures de soutien et qui rythme également l'espace. L'ensemble produit une sorte de chorégraphie dynamique et fragile qui invente radicalement, selon moi, l'imaginaire de l'arbre en ville et produit un nouveau récit sur la nature en ville et sur la fragilité. Alors, l'arbre en ville apparaît tardivement, du moins dans l'espace public. Il est introduit principalement à la fin du 19e siècle sur les grands boulevards et sur les promenades urbaines qui reprennent l'ordonnance des jardins à la française. Ce sont des arbres alignés, uniformes, droits, dont la taille répond à des critères stricts pour favoriser une pousse rectiligne et contenir les branchages. C'est un effet qui est avant tout visuel. Il participe à une image de la ville ordonnée, monumentale, incarnant l'ordre, la rigueur, mais aussi la vigueur et la santé. Parce qu'effectivement, en pleine révolution industrielle, l'arbre en ville répond également à un souci hygiéniste d'assainissement et de salubrité publique. Donc, les grands boulevards plantés participent d'une fabrique de la ville moderne qui est obsédée par la gestion des flux humains, des flux de marchandises, la gestion des eaux, la gestion des déplacements. Ici, on a une image qui est radicalement différente. Face à une tradition de nature maîtrisée et instrumentalisée, symbolisant le pouvoir, la maîtrise et la vigueur physique, le Salon de los Pinos oppose un récit différent. Les pins tordus, tous différents dans leur apparence, offrent une image de vulnérabilité et d'individualité qui renvoie indirectement et poétiquement à la déficience et au handicap. Il me semble qu'on oublie
que la déficience et le handicap sont aussi porteurs d'une culture qui est basée sur le soin au corps et le soin à l'environnement, sur le partage des gestes et la diversité fonctionnelle. Au-delà des questions d'accessibilité, des questions purement normatives et constructives, l'espace urbain se doit, me semble-t-il, d'accueillir aussi cette esthétique de la fragilité. La monumentalité, l'illusion de la pérennité et de la solidité des bâtiments, tout comme le mythe de l'autonomie ou de l'efficacité, participent aussi à une marginalisation et une exclusion des personnes dites vulnérables. Alors, pour compléter le récit, parce que c'est pas, je vois que l'image a été changée. Oui. Alors, le récit ne serait pas complet si, enfin, je me dois d'ajouter que c'est des arbres en réalité très résistants. En fait, comme c'est juste au-dessus du tunnel autoroutier, il y a très peu de profondeur de terre et il y avait peu d'essence qui pouvaient de toute façon s'adapter à un tel contexte. C'est des pins qui sont habitués aux coteaux escarpés, au sol pierreux et au climat aride. Et donc, il me semble que symboliquement, on a une représentation à la fois poétique et positive de la fragilité. Voilà. Merci. Effectivement, j'ai fait une petite fausse manœuvre. On va passer à la diapositive suivante et je passe la parole à Karine. Alors, aujourd'hui retraité, Joël a longtemps travaillé comme serrurier forgeron à Perray-Vaucluse. Entré dans le service des ateliers en 1981, il y réalise des grilles en métal et prend soin des serrures de tout l'hôpital. Il nous raconte une journée bien particulière pour les ateliers, la fête de Saint-Éloi, patron des métalliers. On pousse les outils et les établis pour monter une estrade. Le service horticole décore la pièce de fleurs et les cuisines préparent un bon repas. Le soir, les agents et leurs épouses dînent tous ensemble et l'orchestre monte sur l'estrade, Joël à la batterie, son frère à la guitare et au violon, et d'autres amis jouent pour faire danser la compagnie. Une tombola est organisée avec des lots confectionnés par les ouvriers, comme cette table aux pieds métalliques dont Joël nous a donné une photographie. Cet extrait, alors là il faut, c'est l'autre diapo, voilà. Cet extrait de la feuille du patrimoine de l'hôpital de Perray-Vaucluse rend compte du travail de petite mémoire du quotidien mené à l'hôpital Perray-Vaucluse par le tout nouveau laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité, le LABA, qui a été évoqué par Perrine en introduction, donc créé en 2016 au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Les activités sanitaires de l'hôpital Perray-Vaucluse sont progressivement transférées depuis une dizaine d'années déjà de l'Essonne, où il a ouvert ses portes en 1867, en direction de Paris. Et cette fois, en 2016, ce sont vraiment les tout derniers services qui doivent déménager. Donc, lorsque nous avons été sollicités pour accompagner la fermeture de cet hôpital, il était en réalité déjà largement abandonné. Esselés, bruissant de fantômes, les allées de cet hôpital refermaient leurs rameaux sur les cœurs oubliés. Combien de femmes, combien d'hommes ont vécu leur folie dans ce grand parc où nul ne passe plus? Combien de femmes, combien d'hommes ont vécu leur carrière et leurs jours d'adultes derrière ces murs à leur côté? Nous avons considéré avec Michel de Certeau que ces lieux étaient, je cite, des histoires fragmentaires et repliées, des passés volés à la lisibilité par autrui, des temps empilés qui peuvent se déplier, mais qui sont là plutôt comme des récits en attente. L'urgence était donc d'accompagner l'élaboration de ces récits collectifs par la mise en forme et le partage des expériences vécues par les habitants du lieu et de leurs traces. C'est ainsi que nous avons installé une maison du patrimoine dans les locaux abandonnés de l'Economa. Elle a fédéré divers professionnels à la retraite et en activité, des résidents des établissements médico-sociaux qui restaient sur le site, des chercheurs et des artistes invités pour trouver les formes sensibles de la narration. La Maison du patrimoine s'est construite comme un lieu de rencontres multiples pour les professionnels de Perray-Vaucluse autour de leurs souvenirs et autour de leurs récits. Une équipe s'est rendue disponible pour collecter leur mémoire vivante en menant des entretiens et pour recueillir des documents et des objets ayant une valeur patrimoniale ou, le plus souvent, seulement une valeur affective.
Ensuite, la découverte du vestiaire des patients les a installés au cœur de la démarche, alors qu'ils sont somme toute assez rarement les héros de ces dispositifs de patrimonialisation. Le vestiaire des patients est le lieu le plus mélancolique et le plus poignant de cet hôpital. Des centaines de vestes sur cintre, des valises entassées, des parapluies et des baluchons artisanaux taillés dans la toile rayée des matelas. Sur chacun d'entre eux, une étiquette sépia porte la mention écrite à la plume du nom du patient et son numéro de matricule. Tout ce qu'il reste de milliers de trajectoires de vie qui sont venues se rétablir ou se fracasser sur les murs de l'asile, ces reliques témoignent que la psychiatrie, c'est d'abord et avant tout des hommes et des femmes qui se sont battus corps à corps avec l'intime de leur folie et le cadre social qu'on leur imposait. Ainsi, la Maison du patrimoine a matérialisé la volonté de tous ses contributeurs de comprendre l'énigme de la disparition en accueillant une anamnèse collective dont le design et l'action culturelle a rendu le partage possible. Elle rend compte de l'élaboration d'un récit collectif en mosaïque, sachant qu'un récit se caractérise toujours par la possibilité d'une suite. Alors, merci tous les trois déjà pour ce premier temps, ce récit raconté, où on voit comment vos voix s'entremêlent, et on va continuer dans ce même état d'esprit d'entremêler les trois voix avec la deuxième scène, avec l'action éprouvée. Et on va entendre cette fois-ci successivement Julien Salabel, coloriage des émotions, Karine Delanoë-Vieux, la salle de retour au calme, et Julie Beauté, la vulnérabilité des ruines. Alors Julien, coloriage des émotions. Il faudrait mettre le micro, Julien. Pardon, merci Perrine. Donc, je vous présente deux images qui sont issues d'un atelier sur l'espace et le musée qui a été réalisé dans un foyer de vie pour des personnes qui sont considérées comme handicapées mentales et inaptes pour le travail en ESAT, et qui vivent donc essentiellement sur place, qui sortent très peu du foyer. C'était des ateliers qui étaient co-animés avec un éducateur et qui comptaient 4 participants avec des profils cognitifs, des handicaps associés et des âges très variés. Vous voyez les prénoms parce que je vous ai mis ensuite. Et la plus jeune était par exemple non-verbale. Donc mon but dans ces ateliers, c'est d'expérimenter des médiums qui permettent de traduire leur relation à l'environnement bâti et potentiellement de révéler des savoirs expérientiels, leur savoir expérientiel sur l'espace issu du handicap. Donc ça, c'est un premier atelier que j'ai intitulé le coloriage des émotions. Donc on a mis peu à peu en place la palette que vous voyez à gauche. Donc au cours des premières séances, on a associé petit à petit collectivement une émotion qui était représentée par un emoji, un symbole météo et une couleur. Donc ça a mis un peu de temps. Et puis ensuite, on l'utilisait aussi régulièrement au début de séance pour faire une sorte de météo des émotions, en choisissant et en plaçant les vignettes météo sur une grande silhouette humaine. Je me suis rendu compte à cette occasion, par exemple, que mon ressenti était souvent biaisé parce que une des participantes qui était toujours souriante et très, très affectueuse, très tactile, etc., un jour a marqué le brouillard dans sa tête, la pluie dans son cœur et une tornade sur le genou. Donc, je me rendais bien compte que mes interprétations pouvaient être très biaisées. Voilà, une fois qu'on a défini cette palette, j'avais développé ensuite toute une série de planches qui représentaient une série de vignettes de types de mobilier ou d'éléments d'architecture. Ici, je vous présente une planche sur des exemples de différents types d'assises. Donc, un participant ou une participante pouvait choisir un objet. Ensuite, chacun le coloriait, puis on essayait d'échanger un petit peu sur cet objet. Donc, pour reprendre très rapidement cet exemple, on peut noter par exemple que la chaise avec des accoudoirs, j'étais très surpris, mais elle était vraiment plébiscitée parce qu'elle permet une certaine tenue du corps. Le fauteuil roulant est plutôt associé à des sentiments négatifs, sauf pour William, parce qu'il a par ailleurs des problèmes de hanche et il est amené à utiliser
une chaise roulante. Et puis, les chaises longues, là, unanimement, elles sont rejetées par tous, alors qu'elles occupent une grande partie de la terrasse de ce foyer. Donc voilà, il y avait toute une série d'informations qui pouvaient être transmises par le coloriage. Mais globalement, je me suis rendu compte que ces ateliers sont avérés, au vu de mon hypothèse de départ, un échec. D'abord parce que je n'avais pas pris en compte le poids de la vie en institution, mais surtout parce que j'avais considéré le savoir comme une donnée préexistante que je devrais traduire ou qu'il s'agirait juste de révéler. Le fait d'envisager la nature du savoir, de m'interroger sur la nature du savoir et de l'interroger non plus comme objet mais comme action, ça m'est paru indispensable à ce moment-là pour m'émanciper de la simple observation et de la spéculation interprétative. Alors, j'aurais pu parler de la notion d'expérience chez Dewey ou les notions d'injustice épistémique chez Fricker, mais je préfère évoquer très rapidement le travail de la sociologue Ève Gardien, qui explique que dans la production de savoir issu de la vulnérabilité et issu d'expériences rares, il y a une nécessité d'un travail d'échange et un travail d'intersubjectivité entre pairs qui permet de commencer à identifier et à nommer ce qui est commun pour co-construire ensuite, à partir des récits des expériences communes, un savoir partagé et partageable. Donc, ce que ça m'a enseigné, ou ce que j'en ai, c'est que d'une part, il me semble que les émotions sont porteuses de savoir, et que les émotions, comme le savoir, sont en réalité des processus créatifs et collectifs, et non pas des données a priori. Donc, la notion de savoir comme processus me permet de sortir de l'anecdotique et de l'individuel pour revendiquer une identité et une culture commune. Merci. On va ensuite entendre Karine sur la salle de retour au calme dans cette question éprouvée. Allez, Karine. J'arrive. Donc, éprouver. Alors, à ce verbe répond la question, pour moi, de la sensorialité dans les espaces de soins. Comment l'hôpital s'adresse-t-il au système sensoriel et perceptif des personnes qui l'accueillent? Quelle attention porte-t-il à leur sens dans la conception de ces espaces et de ces services? Quels moyens se donne-t-il pour en connaître l'expérience vécue? Il suffit d'avoir été hospitalisé pour comprendre que la sensorialité est un non-sujet à l'hôpital, en dehors des pratiques thérapeutiques spécifiques, alors que nos corps sont plus sensibles que jamais dans ces contextes. Cela ne signifie pas qu'il y a un désintérêt pour la question, mais simplement que, généralement, les projets institutionnels se posent rarement la question de restaurer cette dimension de l'éprouvé dans la conception des milieux de soins. Or, le design vise au contraire à produire un milieu en soutenant la qualité des expériences sensibles et sensorielles éprouvées et vécues par les professionnels, d'où l'intérêt de leur rencontre. Je vais aborder ce sujet avec le projet d'une recherche-action qui a été menée par le LABA et moi-même à l'hôpital de jour Picot au GHU Paris autour de la réhabilitation d'une salle de retour au calme pour les enfants souffrant d'un syndrome de l'autisme. Sa conception a été assurée par la designer Annelise Vernejoul avec la supervision de Marie Coirier au LABA. Alors, ce projet tend à interpeller la tendance lourde de la standardisation des milieux dans le champ de la santé, alors que les usagers de l'hôpital présentent, en contraire, une large diversité de profils sensoriels. Le point de départ de ce travail collaboratif a été la prise en compte de la sensorialité atypique et personnalisée de ces enfants. Nous avons mené une démarche en 4 étapes, une revue de littérature collaborative avec l'équipe, les ateliers avec les professionnels et les enfants, la co-conception d'un cahier d'intention et le projet de design. L'intérêt pour la sensorialité en tant que vecteur d'investigation et de diagnostic et comme ressource thérapeutique se développe seulement depuis une trentaine d'années dans la clinique de l'autisme, et pourtant les troubles sensoriels des enfants autistes conditionnent leur rapport au monde. Ces troubles ne présentent pas de caractère stable en matière d'hypersensibilité ou d'hyposensibilité sensorielle.
Mais ils manifestent, ces enfants, les enfants manifestent l'une ou l'autre de ces atypies en alternance, en fonction des moments de saturation sensorielle et du processus de clivage qui en découle. Cette variabilité des perceptions sensorielles et des capacités à les gérer chez un même enfant et d'un enfant à l'autre complique nécessairement et les propositions thérapeutiques dans ce domaine et plus encore les propositions spatiales et matérielles. La revue de littérature collaborative nous a conduit à poser les questions pour le projet dans les termes suivants. Comment concevoir un lieu d'allègement de la saturation sensorielle pour désamorcer les réactions de clivage et de fragmentation, tout en conservant une intention, une attention et des qualités esthétiques à l'espace. Un cahier d'attention a guidé la conception à partir des ateliers sensoriels expérimentés avec les enfants et les discussions avec les professionnels de l'équipe. Celui-ci a décliné 4 types d'usages fondamentaux de cette salle de retour au calme, répartis selon un parcours organisé par les professionnels à partir de la porte et qui donc a donné, s'est matérialisé dans les images que vous voyez à l'écran. Donc, le premier usage fondamental du cahier d'intention, ça a été contenir, se contenir. Donc, la proposition d'un écrin spatialisé et matérialisé pouvant accueillir un moment de contenance physique pour envelopper l'agitation des enfants. Les professionnels nous racontaient qu'ils arrivaient avec l'enfant très, très agité dans la salle et qu'ils avaient besoin de pouvoir se poser sur un matelas avec l'enfant pour faire la transition. Donc, cette relation physique entre soignant et enfant peut également prendre des formes plus apaisantes et rassurantes, comme le câlin. Deuxième fonction fondamentale, s'épuiser, décharger. Donc là, oui, je n'ai pas trop commenté l'image, mais vous avez vu, c'est donc un matelas à la fois arrondi et qui fait l'angle et qui est très, très entourant, très enveloppant. Donc, s'épuiser, décharger, la conception de l'espace explore tous les verbes d'action liés à la décharge, taper, arracher, balancer, pour proposer un aménagement qui prévoit et accueille toutes ces actions en toute sécurité, afin de les libérer de tout jugement moral lié au registre de la dégradation. Et c'est donc un objet qui a été appelé par les enfants eux-mêmes le mur de la colère. Enfin, troisième dimension fondamentale, c'est se réfugier. Lorsque l'enfant ne nécessite pas d'être contenu par les professionnels, il doit pouvoir chercher lui-même les enveloppes qui lui conviennent et pouvoir se réfugier dans un espace proche de son corps et échapper au regard des autres, ce qui a été donc matérialisé par cet objet qu'on a appelé le tipi et que les enfants peuvent décider de refermer ou pas sur eux et qui a beaucoup de succès auprès des enfants. Voilà. Merci de ce récit, de cette belle expérience. Et pour parler toujours dans cette scène de éprouver, maintenant Julie, vulnérabilité des ruines. Oui, alors on m'a signalé que ce n'était pas évident l'orthographe de la ville. Du coup, je vous le mets à tous et toutes dans le chat. Et j'enchaîne avec la vulnérabilité des ruines. Si vous voulez taper ce nom sur Google, vous aurez encore plus d'images et les photos que vous avez sur le diaporama sont de moi. Et donc, je vous parle toujours de Médéa, ce sanatorium, qui est en fait métamorphique. Au cours de son histoire, Médéa était palace soviétique, refuge humanitaire, ruine hantée-apocalyptique et aussi, dernièrement, symbole d'investissement libéral. Et donc, les reconfigurations matérielles et les signes d'usure du sanatorium frappent les sens des visiteurs et visiteuses. Et elles voient dans la matière ce qui ne tient pas et elles peuvent s'inquiéter de cette partie mouvante du réel. Les métamorphoses du bâtiment soulignent la vulnérabilité des êtres et des choses, les devenirs incertains de l'architecture et les effets matériels non planifiés et difficilement institutionnalisables. Les ruines de Médéa adoptent ainsi un régime de temporalité qui est très particulier, c'est le régime de l'instable, de l'incertain, de la latence, qui s'oppose à une certaine pensée solide, une pensée du solide qui serait déterministe et planifiante. Je voudrais juste faire une petite précaution avec la notion de ruine, puisque il me semble que une précaution qui est relative à la question de l'esthétisation de la précarité. Puisqu'il me semble, et c'est aussi ce que soulignent des chercheurs comme Rémi Beau et Jean-Baptiste Pressos, de nombreux travaux postulent actuellement une forme de précarité généralisée du monde et invitent à étudier les formes de vie dans les ruines de l'Anthropocène.
Et dans ce cadre, les ruines tendent à occuper le centre des questions écologiques, mais il y a des petits problèmes qui se dessinent en creux, puisque plus précisément, ce qui se dessine en creux, c'est une esthétique et une éthique nouvelle de la précarité, qui s'avèrent dangereusement compatibles avec certaines valeurs du néolibéralisme, en tant qu'elles promeuvent une image de fluidité, de spontanéité, de malléabilité et de résilience. Et donc, sans du tout vouloir sublimer les vulnérabilités du lieu, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'observer justement la dégradation et la conservation éphémère du sanatorium en prenant la fragilité comme point de départ de la discussion. Et donc, Médéa repose sur des transformations qui la font tenir dans son impermanence, et d'autant plus en fait que la vie matérielle ne va pas sans processus de dégradation. Au lieu donc de nier toute trace de fragilité, d'usure ou de vulnérabilité, une sorte de diplomatie matérielle semble alors bienvenue. Diplomatie matérielle, c'est pour reprendre le vocabulaire des sociologues Jérôme Denis et David Cantille. Et cette diplomatie matérielle, c'est une diplomatie de l'altération qui accepte l'usure et se préoccupe d'elle. Une diplomatie soucieuse des choses en tant qu'elles sont faites de matière vivante. Une diplomatie aussi qui est attentive aux rapports qu'entretiennent les humains et les humaines avec la multitude des choses grâce auxquelles elles habitent le monde. Cependant, une chose qu'on peut noter, c'est que dans leur récalcitrance, les choses abîment en retour et blessent parfois. Elles usent celles qui les maintiennent. Il est donc important d'éviter tout effet de romantisme qui viendrait minimiser la violence liée à des situations de fragilité et de vulnérabilité. Denis et Ponty, toujours ces sociologues, parlent ici d'écologie des fragilités. Ils disent que le soin des choses, dont on reconnaît la fragilité matérielle, passe par l'engagement de corps eux-mêmes fragiles et bien souvent mis à mal par les conditions mêmes de leur mise au travail. Dès lors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas une fragilité, mais c'est que la fragilité, en fait, se pluralise au sein de relations actives et risquées qui ne laissent pas les corps intacts. Et donc, les rencontres matérielles à Médéa s'inscrivent dans une telle écologie des fragilités, il me semble. On peut dire que les plantes rongent les murs tout en étant impactées par les déchets présents sur le site. Les populations déplacées abkhazes bricolent le sanatorium tout en éprouvant l'insalubrité des lieux. Les hirondelles nichent dans les recoins des toitures tout en faisant face au réchauffement climatique, etc. Et donc, partir de la fragilité du bâtiment suppose donc de reconnaître ces réseaux de dépendance et d'usure qui participent activement à l'évolution de Médéa. Merci. Alors, on a fait cette deuxième étape et on va passer à la suivante, au verbe accueillir, à l'action d'accueillir pour cette troisième scène avec à nouveau Julie qui va nous parler de politique d'accueil des personnes, Karine de la Noé-Vieux à la croisée ménagée par le Faire Ensemble, et puis Julien, la fenêtre de Tante Léonie. Julien Salabelle, la fenêtre de Tante Léonie. Voilà, donc Julie, c'est à toi à nouveau. Ok, alors là, je reviens un petit peu en arrière pour faire un petit point sur l'histoire de Médéa et de revenir à l'ère soviétique. Et à l'époque, la culture soviétique incite à avoir une activité physique et une bonne santé pour être plus productive. Et donc, à Sraltubo, chaque sanatorium, à l'ère soviétique toujours, se spécialise dans l'accueil d'un corps de métier particulier. Par exemple, dans le sanatorium Metallurgia, qui est un autre sanatorium, sont accueillis les travailleuses du métal de l'URSS. Au sanatorium Meshakti viennent les travailleuses des mines. Et le sanatorium Médéa, comme je vous l'ai glissé tout à l'heure, est quant à lui réservé aux travailleuses du corps médical. Après cette ère de prospérité économique et culturelle qu'on a vue dans ce lieu officiel de villégiature, la chute de l'URSS en 1991 entraîne ce choc économique considérable dont je vous parlais tout à l'heure, laissant les bains et les sanatoriums vacants. L'année suivante, et là j'ai un peu moins insisté, 10 000, ce qu'on appelle Internally Displaced Persons, ou IDP, donc c'est des populations déplacées abkhazes, donc fuyant les conflits ethniques qui éclatent alors en Abkhazie, cette région séparatiste du pays au nord-ouest, sont accueillis à Sraltubo dans les équipements de la station.
Donc, les sanatoriums convertis en refuge souffrent néanmoins de l'absence de ressources étatiques et s'avèrent très vite résolument inadaptés, voire insalubres. Et ce que j'ai même appris en cours de route, c'est que l'État misérabilise même dûment la situation des Abkhazes afin de promouvoir, mais sans succès, l'idée d'une nécessaire réunification du pays. Donc, en raison de ce glissement d'un havre hygiénique et thérapeutique à un abri humanitaire paradoxal d'urgence prolongée, parce que c'était censé être un abri d'urgence, mais il et elle sont restés pendant près de 30 ans. Donc, en raison de ce glissement-là, la ville est marquée par une double image symbolisée par les deux images que vous voyez sur la diapo. Donc, d'une part, à gauche, la publicité officielle et les plans de restauration véhiculent une image hospitalière de tourisme balnéaire en la présentant en présentant Sraltubo comme la capitale thermale d'Europe de l'Est. Et donc, ça, c'est une image qu'on trouve sur le site officiel de Sraltubo. Et d'autre part, à droite, de nombreux blogs et chaînes YouTube accentuent l'aspect apocalyptique du lieu et façonnent une image de ruine habitée par des personnes vulnérables. Et donc, s'y déploient des formes singulières de ce qu'on appelle le dark tourism ou le ruin porn. Une couche capitaliste et libérale s'ajoute à cette histoire d'accueil et de désaccueil. C'est que dans les années 2010, de nombreux projets de revitalisation sont esquissés et en juin 2018 en particulier, un projet est relancé pour une réouverture de la ville, donc réouverture entre guillemets, pour une réouverture annoncée en 2024. Donc, on a des plans, des projets et des annonces qui se multiplient, mais qui ne font quasiment pas mention des IDPs, donc des populations déplacées abkhazes, qui ne prennent aussi que peu en compte la société civile et qui n'impliquent pas les autorités locales dans le processus de planification. Et donc, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a un urbanisme vertical qui est à l'œuvre avec une position de surplomb, des décisions vraiment top-down et un manque de transparence. Et donc, le projet de restauration, il me semble, pose un regard fixateur sur les éléments architecturaux en rejetant les histoires récentes, et notamment les histoires des IDP, des populations déplacées. À rebours de cette vision officielle que je vous ai décrite à l'instant, il y a le discours académique ou le discours universitaire qui tente une autre voie, en critiquant justement l'idée d'un espace vide et disponible pour les investissements. Et donc, ce discours académique universitaire opère une sorte de décentrement. Et on a des chercheurs et des chercheuses qui viennent alors à détailler les conditions de vie des Abkhazes, les politiques de réinstallation des années 2010 qui ont détérioré grandement les réseaux communautaires, ou encore qui détaillent l'ultime dynamique de logement lancée en 2022 au sud de la ville et depuis laquelle les sanatoriums ont été massivement évacués. Et donc, d'après la communication gouvernementale, critique le discours académique universitaire, l'objectif prioritaire serait de relancer l'industrie touristique. Et ce que remarque ce discours universitaire académique, c'est qu'aujourd'hui, les Abkhazes sont marginalisés au sud de la ville, donc ils ont été délogés des sanatoriums. Aucun chantier de restauration n'a commencé. Et tous les sanatoriums, encore à l'heure qu'il est, j'ai vérifié, tous les sanatoriums évacués sont laissés à l'abandon. On peut se poser des questions sur le lien entre l'évacuation des populations déplacées et la restauration des sanatoriums. Merci Julie. Maintenant, Karine, toujours sur ce verbe accueillir. Alors, donc un projet qui a eu lieu à Marseille, à la PHM, qui s'intitule À la croisée 1, ménagé par le Faire Ensemble. Alors, je commence par une citation encore. De nos débuts où nous expérimentions des ateliers participatifs au sein des services, nous avons recueilli et mis en forme des propositions qui ont suscité des envies. S'en est suivi une succession de réunions pour dompter cette machine obnubilée par les normes. Avec le soutien du personnel et avec des compromis, pas à pas, les choses ont pu avancer. Ainsi s'exprimait Olivier Bedu du Cabanon Vertical, collectif d'artistes pluridisciplinaires dont les pratiques interrogent les notions d'urbanisme, d'espace public et de collectif. À la croisée 1 est un projet mené dans le service de médecine interne et de gériatrie de l'hôpital Nord. Il prend la forme d'un mobilier convivial, multifonctionnel et unique dans un service de soins dépourvu de tout espace commun en dehors des chambres. Mais ce n'est pas tant de l'objet dont je veux parler ici que de la démarche qui a abouti à sa réalisation. Les outils de partage et d'expression que le Cabanon Vertical a conçus ont installé les usagers comme des parties prenantes du processus de conception dès le début. Ils leur ont permis d'endosser une posture d'observateur, mais aussi de force de proposition, opérant ainsi un déplacement du faire pour au faire avec.
Le cabanon vertical a conçu des carnets pédagogiques comme support d'observation, d'analyse, puis de projection à destination des patients. Et à partir de dessins, de photographies, de mots, les participants ont décrit leur environnement avec ses qualités et ses défauts, identifié des dysfonctionnements et proposé des améliorations. Le sous-titre du carnet, support d'observation, de désir, d'imaginaire et d'échange, situe les participants dans un registre de la sensibilité et de la créativité, dans lequel ils sont conviés à projeter leurs aspirations sans tenir compte des contraintes techniques ou autres contingences de l'hôpital qu'ils ne connaissent pas. En concevant des supports qui rendent ces usagers et les professionnels actifs dans la conception de leur environnement, les designers invitent les patients et les professionnels à construire avec leur environnement une relation de ménagement. Le ménagement relève du soin que l'on apporte aux choses que l'on crée, en la projetant à partir de son expérience, de ses habitudes, de ses usages et de ses besoins. Le ménagement est au cœur de la possibilité d'habiter, un lieu dont la fonction est de préserver les hôtes de l'inquiétude et des menaces, selon le philosophe Heidegger. Cette capacité à faire avec plutôt que faire pour est pensée non seulement comme un droit démocratique, mais aussi comme une expérience partagée pour agir dans l'espace que nous occupons et qui devient dès lors un espace que nous habitons. Cette relation entre ménager, c'est-à-dire porter attention d'une part et habiter d'autre part, permet de comprendre en quoi ces projets sont hospitaliers. Ils sont le fruit d'un prendre soin qui relève de l'attention portée à la place et à l'accueil de chacun. Au final, ce mobilier est un ensemble de cubes colorés de 6 mètres sur 1 mètre, placés sous la fenêtre, la seule place possible, et qui répond à l'ensemble des usages souhaités par les participants. S'asseoir, lire, connaître l'heure, discuter, boire un café, écrire, téléphoner, charger ses appareils, jouer. Il est pensé de manière à être inclusif, en mettant notamment en œuvre des aménagements adaptés aux patients, comme la surélévation des hauteurs d'assises ou l'accès pour les personnes en fauteuil roulant. Cette proposition se trouve, vous le constatez, en rupture avec les codes formels de l'environnement hospitalier, mais il ne s'agit pas que d'esthétique. Cet objet réorganise l'espace dans lequel il s'inscrit, car il ménage une place à chacun, si modeste soit-elle, et revivifie la vie sociale du service. Il crée une place pour la rencontre entre le grand-père et l'enfant, entre les membres d'une famille souhaitant se retrouver en dehors de la chambre, entre les patients voulant discuter entre eux, mais aussi entre les professionnels dont le moment de pause est crucial pour l'enfant visiteur, notamment non autorisé à pénétrer dans les espaces de soins. Les choix formels renvoient à l'univers de l'enfance par ses couleurs vives et l'évocation de jeux de construction. Ils contribuent ainsi à dédramatiser la confrontation de l'enfant avec le milieu hospitalier. Les retours positifs des usagers sur ces aménagements laissent à penser que plus l'hôpital les intégrera en amont dans ses projets, plus les réalisations seront justes. Merci Karine. Julien, je te laisse la parole. Juste pensez à éteindre vos micros, ceux qui les ont toujours éclairés. Ça peut faire un bruit de fond. Julien. Oui, merci. Je tiens juste à préciser que les images d'illustration, c'est Marie-Charlotte Amélie Jadré-Perret qui est la maman de Le Corbusier. Oui. J'entends un retour de son. Ah, oui. Voilà. Et donc, c'est plutôt une valeur illustrative, mais on pourra en rediscuter si vous voulez dans la discussion. Mais ce n'est pas Tante Léonie. Voilà, Tante Léonie, en réalité, c'est un personnage qui apparaît dans le premier tome de La Recherche du temps perdu. C'est une parente chez qui le narrateur, lorsqu'il est enfant, va passer des vacances dans le village de Combray. Comme Proust, à la fin de sa vie, elle vit recluse dans sa chambre. La description de cette chambre prend place au tout début du chapitre 2 et elle nous renseigne sur la façon dont l'espace est organisé et vécu par des personnes malades chroniques. C'est ce que je vais essayer de démontrer en m'intéressant à la fenêtre de la chambre. Alors, il est dit dans le texte, son lit longeait la fenêtre, elle avait la rue sous les yeux et il lisait du matin au soir, pour se désennuyer, à la façon des princes persans, la chronique quotidienne mais immémoriale de Combray. Alors, premier point, ce qui me paraît intéressant, c'est que la rue se trouve sous les yeux de Tante Léonie,
Ce qui veut dire que le lit est suffisamment haut ou la lèche suffisamment basse pour qu'elle puisse, sans trop de mouvement, observer à son aise à travers la fenêtre. Premier enseignement, et les architectes ont tendance à l'oublier, pour une personnalité, ce n'est pas tant le panorama général qui importe que l'angle de vue depuis le chevet. Des études scientifiques ont montré que les patients hospitalisés bénéficiant d'une vue sur le jardin ont des durées de rémission plus rapides, font usage de moins d'analgésiques, sont plus amènes avec le personnel médical. Bref, il est admis que les rapports à la nature jouent un rôle dans le bien-être des patients. Or, tante Léonie a délibérément choisi une vue côté ville, sur une rue un peu triste, qui est qualifiée dans le roman d'unie et de grisâtre. Alors, j'y vois plusieurs raisons. D'abord, la banalité de la vue, il me semble, à son importance, puisque sur le long terme, elle peut être plus appréciée qu'une vue spectaculaire. Ça fait écho à une anecdote de l'architecte portugais Álvaro Siza qui raconte comment, lorsqu'il était enfant, au cours d'une longue convalescence, la beauté du paysage auquel il était confronté et auquel il ne pouvait plus échapper était devenue peu à peu insupportable. Mais surtout, l'intérêt de la rue, c'est qu'elle est un lieu de passage et qu'elle est une sorte de petit théâtre populaire. La fenêtre est à la fois un espace de projection et de rêverie, mais surtout, elle remplit la nécessité plus commune de rester connectée à la vie sociale. Depuis son observatoire, tante Léonie se maintient informée des moindres faits et gestes des habitants et s'intègre ainsi à la dynamique du village de Combray. De nombreuses scènes du roman rendent compte du soin minutieux et du réel plaisir de tante Léonie à se nourrir du moindre événement de la rue. Alors, si le lit fait office de belvédère, il est aussi une sorte de tour de guet. On a tendance à l'oublier, mais les patients alités, limités dans ses mouvements et assignés à sa chambre, se trouvent de par son immobilité en position de vulnérabilité par rapport à la possible intrusion du monde extérieur et surtout à la merci de visiteurs parfois indésirables. La gestion de l'accès à la chambre est une problématique centrale. La fenêtre lui sert donc d'observatoire non seulement pour se distraire, mais aussi pour anticiper les visites et éventuellement identifier les importants. Donc, il me semble que la fenêtre joue un rôle essentiel en termes de divertissement, de sociabilisation, de contrôle de son environnement, mais également de préservation de son intimité. Merci. Alors, on continue notre parcours, ce parcours en 5 étapes, et on va atteindre la 4e étape qui est cheminer, où cette fois-ci, on va entendre Karine de la Noé-Vieux, balade urbaine, et puis Julie Beauté, chemin familier. Voilà, toutes les deux. Alors, le mouvement est l'une des conduites créatrices les plus importantes dans nos approches des espaces de soins. Les processus spatiaux, langagiers et temporels des démarches créatives se glissent dans les fissures de la stabilité des structures, des lois, des règles et des protocoles. C'est donc assez naturellement que le projet intitulé « Bienvenue chez Eugène », visant à accompagner le regroupement physique de 4 structures de soins disséminées dans le 15e arrondissement, dans un seul bâtiment, s'est intéressé au mouvement, au déplacement et à l'exploration de la ville. Afin de désamorcer les appréhensions de différents ordres face à la perspective de ce déménagement, tant de la part des soignants que des usagers de la psychiatrie, dont la routine avec leur centre médico-psychologique était bien établie, il est apparu essentiel de visiter tous ensemble le quartier de la rue Eugène Millon, où devaient s'installer les structures de soins dans le futur bâtiment. Nous avons donc proposé dès lors, grâce à l'appui des soignants et particulièrement des ergothérapeutes, 7 balades urbaines. Le format a eu un tel succès que nous n'étions pas moins d'une 30aine de personnes à chaque balade, personnes suivies en CMP et habitants du 15e arrondissement, designers et soignants de toutes les structures à arpenter les rues de ce quartier. Du bar à chat pour sentir leur doux pelage sous nos doigts, aux toilettes publiques au cas où, du cinéma de quartier pour revoir des vieux films, au petit parc en retrait ou regarder les oiseaux, de l'arrêt de bus avec lequel on aime aller au bout de la ville et revenir à la limite du quartier que l'on ne dépasse jamais, chaque balade
était close par un repas à l'hippopotamus particulièrement apprécié. Des cartes à remplir venaient soutenir l'observation et la documentation du quartier. Des rencontres avec les équipements culturels installaient les prémices de futures collaborations. La collecte des couleurs des façades venait abonder le projet de signalétique du bâtiment. Enfin, Julien Billaudot, illustrateur, a traduit ce travail d'observation et de documentation du quartier dans une grande carte colorée que vous voyez notamment sur le diaporama. Voilà. Qui est présente, cette carte, dans toutes les salles d'attente comme un œil ouvert sur la ville. Une initiative qui s'apparente à ce que Michel de Certeau, que j'aime définitivement bien, appelle la geste cheminatoire. Une belle expression ouvrant les imaginaires à la chevalerie, la chanson de troubadour, les récits et l'itinérance. Pour lui, l'acte de marcher est aux espaces urbains ce que l'énonciation est à la langue ou aux énoncés proférés, c'est-à-dire un processus d'interprétation et d'appropriation. La balade urbaine est à lire dès lors comme un mode d'action énonciatif dans la ville, tout comme le récit est un acte énonciatif dans le langage pour interpréter et actualiser le réel à l'aune de son expérience. On continue. Alors, j'enchaîne avec une petite histoire, toujours sur cette ville de Stralsund. Nana et Héraclie, personnages fictifs du court-métrage Stralsund réalisé par Toby Andrés, dont vous voyez l'affiche à droite, habitent le sanatorium Metallurgia. Après 30 ans d'attente, elles reçoivent enfin une offre pour un appartement dans la ville de Batumi, sur la côte, mais à 140 km de là. La question est, peuvent-elles tout recommencer? Héraclie souhaite résolument partir, mais Nana, elle, montre des résistances. Elle se sent insérée dans un réseau communautaire où elle a trouvé sa place et décrit son identité comme étant profondément liée au sanatorium Metallurgia. Et donc, ce court-métrage, c'est en fait une histoire de migration plurielle, les migrations passées de la fuite de l'Abkhazie, leur région d'origine, et celle future et inévitable du relogement des populations déplacées. Et donc, comment habiter un milieu quand de telles migrations viennent bouleverser les existences? C'est la question que je me pose. Sauf que le court-métrage ne s'arrête pas là, puisque le temps des débats et des hésitations de Nana et Héraclie, la jeune Gwansa se promène dans tous les recoins du sanatorium en compagnie de la vache Masha. Vous voyez une image du court-métrage à gauche. Évitant les autres résidents-résidentes qui réparent les planchers ou colmatent les fuites d'eau, les deux promeneuses parcourent les pièces envahies par les plantes, la poussière et les souvenirs. Gwansa tente de reconstituer un passé qu'elle n'a pas connu et raconte des histoires à Masha qui l'écoute d'un œil rond, attentif. Les deux compagnes, humaines et bovines, sont originaires de Stralsund. Elles évoluent dans un milieu qu'elles connaissent bien, où les éléments qui les entourent sont signifiants pour elles. Leur parcours dans le court-métrage, il me semble, se rapproche alors de l'idée d'un chemin familier, au sens du biosémioticien et éthologue Jacob von Uexküll, que vous connaissez peut-être. Et donc, ce chemin familier, en fait, ça renvoie à l'ensemble des éléments qui, lorsqu'on effectue plusieurs fois le même trajet, acquièrent une valeur d'indice ou de balise dans la direction à prendre. Et le chemin familier, en quelque sorte, procède d'une série de rencontres qui finissent par constituer la série qui constituera le milieu. Et quand on regarde en arrière sur le court-métrage, j'ai remarqué que les habitudes de Masha et de Gwansa ont en effet laissé des traces dans le paysage, creusant des chemins familiers dans un endroit où moi, personnellement, je me suis plus d'une fois perdue. Agençant leur domaine vital de manière raffinée, leur routine existentielle, à savoir leurs habitudes, sont une manière de s'approprier l'espace, d'en prendre soin, de le faire familier, foyer. Donc, ces habitudes sont un art humain et non humain d'aménager sa demeure dans un milieu. Et donc, dans son court-métrage, le réalisateur québécois Toby Andrés explore ainsi différentes manières de raconter l'histoire des sanatoriums et de leurs habitants, habitantes humains, humaines et non humains, non humaines. Il propose ainsi des connexions narratives pour donner à voir non seulement les strates temporelles qui façonnent les lieux, mais aussi les enjeux existentiels et scalaires, c'est-à-dire d'échelle, de ces cheminements et de ces migrations. Donc, la question générale qui sous-tend toute cette réflexion sur les chemins à différentes échelles de temps et d'espace, c'est en fait comment habiter le mouvement. Voilà, je la laisse ouverte.
Donc, sur cette histoire de cheminer, effectivement, tous ces chemins, ces cheminements, on voit qu'ils ont été travaillés par vos réflexions. Et la dernière étape que nous allons faire ensemble dans ces petits récits que vous nous faites partager entremêlés, c'est le verbe faire avec Julien, qui nous parlera de la notion de milieu ou le réagencement du monde. Julie, beauté, donc rêver les herbiers, et Karine de la Noé, vieux, la ferme du vinatier, pour finir. Une expérience ancienne, mais elle nous expliquera. Alors, Julien Salabelle. Oui, alors j'ai décidé de continuer avec le personnage de Tante Léonie et de vous soumettre une citation que je vais lire avec vous. La réclusion définitive devait lui être rendue assez aisée pour la raison même qui, selon nous, aurait dû la lui rendre plus douloureuse. C'est que cette réclusion lui était imposée par la diminution qu'elle pouvait constater chaque jour dans ses forces et qui, en faisant de chaque action, de chaque mouvement, une fatigue, sinon une souffrance, donnait pour elle à l'inaction, à l'isolement, au silence, la douceur réparatrice et bénie du repos. Donc, dans cet extrait, il me semble que Proust renverse l'opinion commune sur l'expérience de la maladie chronique, souvent négative et voire misérabiliste. Il rend compte du vécu des personnes concernées, ici Tante Léonie, qui est une sorte de double de Proust, on l'a vu précédemment. Donc, celle-ci passe le plus clair de son temps à l'été. L'une des caractéristiques essentielles de la fenêtre qu'on a décrite précédemment, c'était justement sa proximité au lit. C'est autour de lui que se mesure l'espace. Il est une sorte de point de coordonnée à partir duquel s'organise la chambre. C'est une évidence, mais pour les personnalités, tout est perçu et vécu depuis le lit. Comme le rappelle Alvar Aalto, que je cite, une chambre ordinaire est faite pour une personne en position verticale, tandis que celle d'un patient est destinée à une personne en position horizontale. Et les couleurs, l'éclairage, le chauffage, etc., tout doit être conçu en tenant compte de cette particularité. Donc le passage du vertical à l'horizontal n'est pas vécu comme cruel ou injuste pour Tante Léonie, c'est une petite révolution dans son rapport au monde. Si Tante Léonie est en effet assignée à son lit, c'est pour elle une caractéristique physique comme une autre. C'est son mode d'existence. La vieillesse et le handicap sont souvent présentés comme des états de constant renoncement. Or, le renoncement, ici, est décrit comme une valeur positive. Il est associé au réconfort. Le narrateur retourne le présupposé validiste que l'inaction est une défaite et l'effort toujours une vertu. Cette citation de Proust, elle fait écho pour moi à une autre citation de Kurt Goldstein qui décrit la maladie comme l'expérience intime d'un ébranlement de soi et du monde. Ce qui me paraît intéressant dans l'expression de Goldstein, c'est qu'il s'éloigne de considérations purement biologiques ou sanitaires pour s'intéresser à la maladie comme un phénomène global qui modifie profondément tous les aspects de la vie d'un individu. Il part du constat que le dérèglement physiologique d'un organisme lui impose une renégociation de son mode d'existence. L'ébranlement initial peut se résoudre par un rééquilibrage des relations physiques, psychiques et sociales à son environnement. S'inventent alors de nouvelles formes de rapport à soi, aux autres et au monde. C'est ce que démontre l'extrait de la recherche. Et je terminerai en citant Canguilhem, qui dit que la maladie n'est pas une variation sur la dimension de santé, elle est une nouvelle dimension de la vie. Alors, Julie, rêver les herbiers. Alors, de mon côté, je vais revenir un peu au point de départ en faisant référence à l'objet par lequel je me suis présentée. Puisque je vous ai dit en tout début, à l'introduction, que mon enquête, Atrel Toubo, elle repose sur justement la réalisation d'herbiers. Donc, c'est une sorte de philosophie de terrain que j'essaie de mettre en place. Et selon moi, elle se déploie selon 3 tâches que je vais vous détailler. Collecter la flore, connecter les matières et fabuler les fuites. Donc, premièrement, collecter la flore, c'est une pratique située et un art de l'attention. Donc, en cueillant des herbes et des feuilles, j'accepte et j'endosse le compagnonnage des plantes. Je deviens soucieuse des détails. Je connecte des échelles de temps et d'espace.
À l'image des naturalistes, donc je m'inspire beaucoup de la pratique des naturalistes, je me mets de plein pied avec le monde et je prends au sérieux les phénomènes au point qu'ils acquièrent d'emblée une dimension réflexive et théorique. La collecte consiste alors à sélectionner des spécimens physiques par un travail de négociation, puisque certaines espèces passent à la trappe, certains êtres sont difficiles à envisager comme appartenant à un herbier, et certains objets limites, par exemple des plumes, des champignons, des lichens, troublent les définitions sur ce qui doit ou non rentrer dans un herbier. Ça, c'était collecter la fleur. Ensuite, connecter les matières se réfère à la matérialité des herbiers, qui mettent en page les plantes collectées après leur séchage. Cette mise en page est une mise en relation, puisqu'elle instaure en quelque sorte des proximités entre l'herboriste et ses prédécesseuses, entre l'herboriste et les plantes, entre les pages et les gerbes, la vie et la mort, la description amoureuse et l'arrachage des plantes. Donc, ce que je remarque en fait dans cette fabrication d'herbiers, c'est qu'il y a se déploie ce que j'ai appelé un care post-mortem ou un care trans-mortem. Et dans ce care trans-mortem, les herbiers invitent à questionner la place des matières abiotiques et plus généralement à développer des cosmologies matérielles ambiguës. Et enfin, la troisième tâche, c'est fabuler les fuites. Et fabuler les fuites, ça renvoie au fait que ces herbiers sont traversés par des pratiques discursives. Ils appellent en quelque sorte des discours qui les présentent, qui les commentent, qui les racontent. Et les herbiers, on pourrait même dire qu'ils sont envahis par les histoires et les rêves des naturalistes, des herboristes et des non-humains. Et donc, pour sortir des catégories fixatrices et réductrices qui étiquettent et modifient les spécimens et mortifient les spécimens, les dates, les lieux, il s'agit d'imaginer des herbiers qui reposent sur la fabulation. Et un point de départ, comme je l'ai dit avec Plumwood au tout début, c'est de faire rêver les noms. On peut faire rêver les noms des plantes au-delà des nomenclatures binomiales de la science coloniale pour imaginer d'étranges taxonomies, des taxonomies qui seraient spéculatives, relationnelles et narratives. Et donc, ce que je remarque, c'est que les herbiers, en fait, ils étendent l'écoute. Ils se dégagent de ce que j'ai appelé une écologie des épinglements qui épingle les noms et les spécimens, qui clouent des cases binaires et figent les filiations. Privilégiant les déviances, les mélanges insolites et les contaminations, ils esquissent au contraire une écologie des fuites, donc que j'oppose à l'écologie des épinglements, une écologie des fuites susceptible de mettre en scène de manière tangible les devenirs inattendus et l'épaisseur trouble de la matière. Ainsi, les herbiers racontent la matérialité mouvante de Médéa, ses singularités multiples et sa non-disponibilité irréductible. Et en fait, pour moi, il joue le rôle de témoignage ou d'archive vivante. Et en cela, il donne à voir les métamorphoses de Médéa. Et donc, au total, le sanatorium apparaît comme une composition polyphonique qui mobilise une multiplicité d'agents plus qu'humains, c'est-à-dire les agents humains et non humains, dont des plantes, dont les populations déplacées. Et Médéa n'est donc pas fait une fois pour toutes par des êtres humains, et en l'occurrence par des architectes soviétiques, mais elle repose au contraire sur des processus ouverts de fabrication, sur des systèmes dynamiques, complexes, réactifs, situés et historiques. Merci. Et Karine, peut-être en quelques mots, l'expérience de la ferme de Vinatier, et puis on prendra quelques minutes pour des échanges. Ton micro, Karine. Pardon. Donc, en fait, j'ai réalisé que les autres histoires parlaient presque toutes de faire avec. Donc, je me suis interrogée pour peut-être changer d'échelle. Je vais commencer là aussi par une citation. Donc, les travaux d'aménagement de la ferme s'achèvent en ce bucolique printemps 2002, livrant à l'hôpital et à la population de l'agglomération lyonnaise un centre culturel d'un genre nouveau. Tisser les préoccupations du secteur de la santé mentale avec les questions de société, marier les pratiques artistiques amateurs des patients et la diffusion d'œuvres d'art contemporain à travers des aventures créatives collectives, associer population, patients, personnel, artistes, chercheurs dans une émotion et dans une élaboration partagée sont les ambitions de la ferme du Vinatier. L'espace que l'équipe investit aujourd'hui est entièrement consacré à créer les conditions de la rencontre entre toutes ces personnes autour de processus de création et de réflexion mis en œuvre, que ce lieu devienne la maison des uns et des autres, dans et hors l'hôpital, mais pour le service public. Ainsi, l'éditorial du Petit Journal, numéro 0,
annoncer l'ouverture de la ferme du Vinatier, centre culturel de l'hôpital psychiatrique Le Vinatier, une maison des uns et des autres, où faire ensemble, faire avec, qui poursuit encore aujourd'hui cette vocation. J'aurais pu trouver pour ce thème une action à l'échelle de la main, mais je suis plus familière avec l'échelle du projet. Alors, comment faire avec par le projet? La ferme du Vinatier mobilise la médiation culturelle et la création pour activer ce faire avec sous des formes variées. Elle fait lien entre les disciplines médicales et sociales, entre les territoires de santé et urbains, entre le réel et le symbolique, entre tous les publics, entre les artistes, les chercheurs, les co-concepteurs, les personnes concernées par le trouble psychique et les professionnels de santé. Et ce lien entre la culture et l'hôpital est fécond, parce qu'à l'hôpital, la vie est portée à son incandescence par l'incertitude et la souffrance, et le monde se donne à voir dans sa beauté à travers les œuvres de création. Ainsi, dans ou en relation avec cet espace de 500 mètres carrés niché au bout d'une allée de l'hôpital, dans les murs de l'ancienne ferme agricole, chaque jour, des uns font avec des autres. Des adultes souffrant d'un syndrome autistique lourd écrivent et interprètent en concert un répertoire de chansons avec un groupe de musiciens. Des personnes hospitalisées pour toutes sortes de raisons se retrouvent pour danser sur des rythmes maliens avec la compagnie de théâtre Côté-Bas accueillie en résidence. Tous les publics, abonnés, professionnels, patients, partagent une même émotion esthétique à l'écoute des solistes de Lyon, Bernard Tétu. Des vitraux éphémères sont dessinés, découpés et accolés sur les fenêtres des services. Conférences, ateliers, expositions, performances, résidences, tous les formats sont prétexte à la rencontre, à faire ensemble, à faire avec les uns et les autres. La ferme du Vinatier se définit aujourd'hui comme une passerelle avec les modalités du monde contemporain. En effet, la société requiert de ses membres, plus que jamais, des capacités de connexion interpersonnelle, d'individuation et d'inscription dans des logiques de projet. Or, souffrir de troubles psychiques, c'est souvent avoir des difficultés dans la relation et l'affirmation de sa volonté. Les personnes fragilisées par la maladie sont par conséquent potentiellement plus disqualifiées dans un environnement qui valorise à l'extrême ses compétences précises. À cet égard, la ferme du Vinatier offre des possibilités pour les patients hospitalisés, notamment, de diversifier leurs contacts relationnels en les inscrivant dans des agencements mixtes. Elle leur aménage des dispositifs adaptés pour qu'ils intègrent des projets et développent aussi leur capacité à passer d'un projet à l'autre. Cette ouverture, pour produire des effets durables, doit être étayée par les soignants, bien entendu, et c'est pourquoi la coopération avec eux dans de telles démarches reste la pierre angulaire. En outre, cette inscription dans un réseau social et culturel, pour être durable, doit être relayée par les équipements artistiques de la ville. Voilà, et donc c'est ancien, mais j'en parle parce que ça a eu à un moment donné une fonction un peu de référentiel, on va dire, mais c'est également ce qui se passe aujourd'hui à la PHM avec les affaires culturelles dirigées par Sophie Bellon-Christofol. Voilà. Merci. Alors voilà, on arrive au terme de vos présentations. Vous nous avez fait cheminer, raconter, prouver, accueillir, cheminer, faire avec. Merci beaucoup. À travers vos travaux de thèse, on voit qu'ils sont très différents et en même temps, vous avez su trouver des points pour les relier. Et on a décidé ensemble de tenter cette expérience, de mélanger vos propos comme ça, avec peut-être un petit effort pour les gens qui écoutaient. Mais je crois que c'était intéressant de faire ces petits sauts de puce d'un récit à l'autre. Et maintenant, on va prendre quelques minutes pour ceux qui le souhaitent, pour poser des questions ou échanger. Alors, dans le chat, puisque là, je ne vois pas de questions ou de réactions, est-ce que quelqu'un voudrait, depuis la salle, enfin la salle virtuelle, prendre la parole ou nous envoyer un message ou dire quelque chose de ce que vous avez entendu? Alors, je vois apparaître un message dans le chat. Bonjour, tout d'abord, je souhaite vous remercier pour vos présentations extrêmement intéressantes. Vos présentations m'amènent à me poser des questions sur les sensations des patients, par exemple. Dans les instituts régionaux de réadaptation, j'ai remarqué un parcours du patient dans la rééducation, plusieurs étapes allant du choc traumatique de l'accident
ou de la maladie jusqu'à retrouver l'autonomie et la réinsertion dans la société. Je demande donc comment concevoir un environnement architectural qui favorise la résilience et accompagne le parcours du patient après un traumatisme. Est-ce que selon vous, nous pourrions envisager un changement de chambre qui correspond à chacune de ces étapes pour tenir compte des sensations, étape du choc, calme, étape de la rééducation, espace plus ouvert, rencontre avec des anciens patients? Je ne sais pas si ma question est claire, si elle me semble très claire, dans un dispositif tout à fait effectivement particulier de réhabilitation, hein, de réadaptation. Et je ne sais pas qui voudrait prendre la parole sur ce thème-là, peut-être Julien ou Karine, qui avait plus travaillé sur des espaces comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui accompagne le parcours de soins à travers l'architecture, si tout était possible, hein? Julien, tu veux répondre? Tu veux répondre, Karine? Sinon, je peux dire quelques mots. Mais... Oui, vas-y, Julien. Et puis Karine, peut-être, pourra compléter. Oui, alors c'est des questions très difficiles sur la réalisation concrète de projets en architecture. Moi, mon travail, je me suis rendu compte qu'il y avait souvent un décalage assez fort entre le travail parce qu'il se trouve que j'ai du coup un peu les deux casquettes et que en fait, je me suis rendu compte que la sensibilité des architectes à la maladie c'est des situations qui sont très complexes à appréhender. Après, je pense qu'effectivement, il y a des choses à faire. Mais alors, ce que j'ai remarqué parfois, c'est que ça ne se loge pas forcément là où on l'attend. Et que parfois, en tout cas dans les espaces de soins, qui sont des espaces très contrôlés, qui sont des espaces où au fond, on est très pris en charge, il y a parfois des tout petits espaces de liberté qui, je pense, sont aussi nécessaires pour le patient où il puisse s'investir. Euh, voilà, je pense à ça parce que je suis même passé par une longue étape de réadaptation pour réapprendre à marcher, etc. Et, euh, et c'est vrai que le parcours du couloir jusqu'à la fenêtre, enfin, il y a plein de petits éléments qui, dans mon quotidien, ont changé, m'ont permis d'évoluer, mais que ce n'étaient pas forcément les endroits qui étaient conçus pour. Par exemple, les échanges entre patients me paraissaient très intéressants, mais il ne se passait pas tant dans les espaces conçus à cet effet que dans un espace qui est juste à la sortie de l'hôpital où on pouvait mettre quelques chaises et discuter. Je pense qu'il y a aussi un rapport à l'institution qui est un petit peu ambigu quand on est dans des espaces clos comme ça. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais voilà, quelques éléments en tout cas de mon côté. Karine, tu voudrais rajouter quelque chose? Peut-être juste dire qu'on ne peut pas savoir si c'est une bonne idée ou pas comme ça, mais en tout cas, l'idée est intéressante d'accompagner le mouvement. Ça, je trouve que c'est, voilà, on l'a dit d'ailleurs dans plusieurs récits, tout ce qui évite la rigidification de la prise en charge et du temps de la prise en soin, c'est quand même vraiment intéressant, mais surtout, il faudrait pouvoir penser les espaces et les faire évoluer et les aménager avec les patients. Et c'est peut-être ça que l'hôpital doit pouvoir inventer aujourd'hui, c'est de faire une plus grande place finalement à l'expérience des patients et à leurs aspirations, tout en sachant que évidemment c'est pas homogène pour imaginer les évolutions des soins et les évolutions des services qui sont aujourd'hui beaucoup conçus quand même à partir des besoins des professionnels, ce qui peut s'entendre également, et à partir de toutes les contraintes qu'on a en termes de sécurité, d'hygiène, de technique, de facilité d'usage, voilà. Donc, pourquoi pas? Alors, d'autres questions ou d'autres remarques? Je vois qu'il y a des remerciements qui apparaissent dans le chat avec des petites étoiles. Est-ce qu'il y a d'autres points? Je crois que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de contenu hein, dans vos trois approches qui s'entremêlaient, qui se stressaient.
Je pense que, pas qui stressait, hein, qui stressait, voilà. Je me rends compte en le disant qu'il y a une ambiguïté. Voilà, que cette tresse à trois brins que vous nous avez offert, ça demande probablement du temps pour réagir, pour y réfléchir, mais je laisse encore voilà, quelques minutes pour ceux qui le voudraient, qui sont encore là, pour vous interpeller. Moi, peut-être, en attendant que quelqu'un pose la question, j'aurais envie de vous demander à tous les trois, qu'est-ce que ce travail ensemble, vous ne vous connaissiez pas particulièrement avant qu'on vous réunisse pour cette conversation. Qu'est-ce que finalement ces échanges à trois à partir de travaux qui ne sont pas au même niveau d'avancement, hein, puisque Karine a terminé sa thèse, les Julien et Julie sont encore en cours à des niveaux d'avancement différents, mais en tout cas, comment finalement ce travail en commun vous a fait peut-être évoluer ou enrichi, ou voilà. Juste un mot de conclusion chacun, peut-être sur comment vous avez aussi pu vivre ce travail en commun qui a abouti à cette belle présentation. Julie? Ouais, peut-être qu'on peut dire rapidement comment on a fait aussi, méthodologiquement, peut-être ça peut intéresser des personnes. Du coup, en fait, on a juste présenté les uns les unes à la suite des autres une première fois nos travaux respectifs. Et en fait, c'est venu très vite qu'il y avait des points communs qui émergeaient malgré les thématiques vraiment très différentes qu'on avait. Et donc, c'était assez vite qu'on est arrivé à ces 5 chapitres à partir desquels on a voulu faire des vignettes. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a beaucoup insisté sur cette idée de narration qui est de plus en plus à la mode en recherche, mais qui me semble vraiment fondamentale pour essayer d'inclure un maximum de voix et de multiplier nos partenaires d'enquête dans les recherches qu'on peut faire de manière a priori un peu solitaire. Mais c'est vraiment à la fois un plaisir, mais aussi, je pense, une nécessité scientifique et politique d'inclure un maximum de partenaires dans nos travaux. Donc ça, moi, j'étais personnellement très heureuse de voir que c'était partagé. Et voilà, c'est ce que je peux dire sur cette expérience. Karine? Moi, j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant et assez formidable et très agréable aussi à composer tous les quatre, en fait, Perrine, parce que tu nous as accompagnés tout du long. Et à la fois, ça donne des ouvertures sur d'autres manières de penser, peut-être d'autres auteurs. On s'est rendu compte avec Julien qu'on n'avait pas du tout la même bibliographie, par exemple, alors qu'on a quand même des sujets communs. Sur des concepts aussi auxquels on n'a pas pensé, mais qui peut-être éclairent et enrichissent nos propres recherches. Donc, voilà. Donc, non, je trouve que c'est ce dialogue croisé entre chercheurs et jeunes chercheurs est très, très intéressant. Et d'ailleurs, avec Julien, enfin, le fait de rencontrer Julien, ça nous permet de poursuivre notre collaboration, puisque Julien a accepté de participer à la recherche que j'ai démarrée il y a quelques semaines autour de l'architecture et du soin et de l'expérience de la maladie. Donc voilà, des très belles rencontres. Et peut-être, Karine, tu pourrais donner, tu me disais que des publications sur ces thèmes-là sont accessibles. Pas encore accessible, mais bientôt accessible. Bientôt accessible. C'est une pré-annonce. Donc, il y a les presses universitaires de Lyon qui vont publier fin mai un ouvrage collectif qui s'appelle Art et design dans les lieux de soins, une poétique de l'hospitalité, que j'ai eu l'honneur et le bonheur de coordonner. Et le numéro de la Revue française des affaires sociales qui sort début juillet a également un dossier consacré à art, design et santé, qui a été donc coordonné par Françoise Liot, Sidonie Anne et moi-même. Et voilà, donc ça fait une actualité éditoriale sur nos sujets. Et Julien, un mot peut-être avant qu'on se quitte? Oui, moi je reprendrai un peu ce qu'a présenté Julie. J'ai trouvé ça assez rafraîchissant et assez dynamisant et enthousiasmant de comme ça faire des espèces de zoom sur des notions. On a l'habitude de devoir articuler et de devoir construire des argumentaires. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus... c'était hyper intéressant de tout d'un coup trouver des résonances, de trouver des échos. Des choses qui se faisaient un petit peu sans qu'on s'en rende compte. Et c'était assez fascinant. Et je trouve que c'est
un format que je trouve intéressant, que je pense qu'il faudrait essayer de poursuivre et d'affiner. Mais en tout cas, c'était passionnant de pouvoir échanger avec vous, Karine, Julie et Perrine, sur ce travail. Merci à tous les trois d'avoir joué le jeu, un jeu qui n'était pas forcément facile. Merci à tous ceux qui sont restés tout au long de cette conversation. Comme je le disais au départ, ça a été enregistré. Donc, on aura un podcast disponible sous quelques jours, ou voilà, dès qu'on aura pu le mettre en forme. Et vous pourrez, pour ceux qui ont pu arriver en retard, hein, je vois que dernière Clémence nous dit qu'elle est arrivée en retard. Si elle souhaite, elle pourra regarder le début sur ce podcast. Voilà, et puis vous pouvez aussi en parler autour de vous si ça vous a intéressé pour que ces échanges puissent être aussi vus par d'autres. Voilà, merci à tous de votre attention. Et puis, cette conversation, c'est la première, on espère, d'une série sous un format comme ça d'échange entre professionnels, entre chercheurs, voilà, donc il y en aura d'autres dates et ceux qui sont intéressés, vous pourrez nous rejoindre à nouveau sur d'autres thématiques. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.